À 72 ans après près de 6 décennies devant les caméras, Sally Field s'est éloignée d'Hollywood. Vu de l'extérieur, ses adieux ont semblé calmes et élégants. Mais ceux qui la connaissaient bien pouvaient ressentir que derrière ce silence se cachait quelque chose de bien plus lourd. Pendant des années, elle a porté des secrets que les caméras n'ont jamais captés, une douleur enfouie sous les récompenses et les applaudissements, et une histoire qui n'a commencé à émerger que dans les derniers chapitres de sa vie. Pourquoi a-t-elle attendu si longtemps pour parler des choses qu'elle avait gardées cachées depuis l'enfance? Et que s'est-il vraiment passé dans cette maison de Pasadena qui allait finir par marquer chaque rôle qu'elle ait jamais interprété? La vérité est bien plus profonde que ce que ses fans avaient pu imaginer. Vue de l'extérieur, l'enfance de Sally Field semblait parfaitement normale. Il y avait des photos de famille, des années d'école, des adresses en Californie, et tous les détails familiers qui composent une vie stable. Pourtant, sous cette apparence, quelque chose de bien plus sombre se préparait lentement. Quelque chose qui la poursuivrait pendant des années. La douleur n'est pas arrivée d'un coup. Elle s'est infiltrée dans sa vie dès son plus jeune âge, devenant partie intégrante de l'atmosphère qui l'entourait, et façonnant en silence la personne qu'elle allait devenir. Son nom complet est Sally Margaret Field, et elle est née le 6 novembre 1946 à Pasadena, en Californie, près de Los Angeles, et aussi près du monde qui allait plus tard marquer sa vie, même si à l'époque elle n'avait aucun moyen de le savoir. Sa mère Margaret Field était actrice de cinéma et de télévision lorsqu'elle trouvait du travail. Son père Richard Dryden Field était pharmacien et ancien capitaine de l'armée américaine ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant une brève période, sa famille est restée unie. Mais en 1950, alors que Sally n'avait que 4 ans, ses parents ont divorcé. La séparation est survenue juste au moment où ses premiers souvenirs commençaient à se former. Résultat, dès ses premières années, la famille a été associée au changement et à l'instabilité. 2 ans plus tard, le 21 janvier 1952, sa mère s'est rendue à Tijuana au Mexique et a épousé l'acteur et cascadeur Jock Mahoney. Ce mariage a de nouveau changé la famille et a apporté une nouvelle dimension au monde de Sally. À première vue, cette nouvelle vie semblait même excitante. Mahoney était grand séduisant et était devenu célèbre à Hollywood pour avoir interprété Tarzan. Producteurs, acteurs, cascadeurs et autres gens du monde du spectacle entraient et sortaient régulièrement de la maison. Ainsi, bien avant que Sally n'entre elle-même dans le monde du spectacle, elle avait déjà grandi dans ce milieu fermé. Pourtant, le glamour extérieur ne pouvait pas adoucir ce qui se passait réellement à l'intérieur de la maison. Des années plus tard, dans des interviews et dans ses mémoires, elle a décrit Mahoney comme un homme qui la terrifiait. Il aima humilier les autres. Parfois, il pouvait être charmant, mais d'autres fois, il pouvait être terrifiant. Elle se souvenait d'une occasion où, dans un accès de colère, il l'avait projetée à l'autre bout de la cour. Ce souvenir est resté profondément gravé dans son esprit, car il lui a appris une leçon qu'elle porterait pendant des années. Le foyer n'était pas un endroit sûr. Le danger n'existait pas seulement à des moments isolés. Il était présent dans l'atmosphère même de la maison. Le simple bruit de ses pas suffisait à l'effrayer. À mesure que Sally grandissait, l'école est devenue bien plus qu'une simple partie normale de l'enfance. L'école est devenue un endroit où elle pouvait se sentir tranquille. Elle a fréquenté Portola Middle School, puis Birmingham High School à Van Nuys, obtenant son diplôme en 1964. Sur le papier, ce n'étaient que des années scolaires ordinaires. En réalité, elles lui ont offert un espace où elle pouvait simplement exister. Le campus ressemblait à un lycée américain typique du milieu des années 60, avec des pullovers, des mocassins plats et tous les rituels sociaux propres à l'adolescence. Sally s'est plongée dans ce monde d'une manière qui faisait sourire les gens. Elle a suivi des cours de théâtre et joué dans des pièces scolaires. Elle faisait rire les gens. Ses camarades l'ont élue la clown de la classe. Le surnom semblait léger et inoffensif, et peut-être que certains jours c'était exactement ce qu'il était. Mais en dessous, il y avait autre chose. L'humour était une façon de se protéger. Jouer l'aidait à oublier temporairement la peur qui l'attendait à la maison. Chaque rôle qu'elle interprétait après l'école lui permettait de s'éloigner un peu plus, et chaque rire qu'elle recevait lui apprenait à quel point il pouvait être utile de faire semblant. Pendant longtemps, une grande partie de ce qui se passait dans cette maison est restée cachée. Puis des décennies plus tard, Sally Field a mis des mots sur ses expériences enfouies depuis si longtemps dans ses mémoires de 2018, In Pieces. Lorsque le livre a été publié le 18 septembre 2018, la chronologie et les souvenirs douloureux qu'elle avait supportés en silence pendant une grande partie de sa vie ont également été révélés. Elle a écrit que Mahoney avait abusé sexuellement d'elle tout au long de son enfance, jusqu'à ce qu'elle ait environ 14 ans. Il l'appelait fréquemment dans sa chambre pendant que le reste de la maison poursuivait ses activités habituelles. Cela faisait aussi partie de ce qui rendait cet abus si dévastateur. Il se produisait en silence de manière manipulatrice et sous le vernis d'une vie de famille ordinaire. Dès l'extérieur, il ne laissait presque aucune trace visible.
Mais à l'intérieur, il a endommagé son sentiment de sécurité, son autonomie, sa capacité d'affection, et même la perception qu'elle avait d'elle-même. Des années plus tard, elle a dit qu'elle avait vécu une grande partie de sa vie avec le doute persistant de savoir si sa mère avait un jour soupçonné ce qui se passait. Même se poser cette question lui a pris du temps. Mahoney était mort en 1949. Les effets de cette période n'ont pas disparu à la fin de son enfance. À la fin de son adolescence, Sally a lutté contre une dépression sévère, des accès de colère soudains et des crises de boulimie. À l'époque, elle ne comprenait pas encore vraiment d'où venait tout cela. Le lien ne s'est éclairci que bien plus tard après une thérapie et le long processus émotionnel de l'écriture de ses mémoires. En fin de compte, jouer l'a aidée d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Au début des années 70, lorsqu'elle étudia à l'Actors Studio avec Lee Strasberg, ses cours lui ont apporté bien plus que des techniques de jeu. Ils ont aussi créé un espace où les pulsions et les angoisses qu'elle portait depuis l'adolescence pouvaient se libérer d'une manière qu'elle pouvait utiliser. Malgré tout, les vieux schémas ont continué d'exercer une influence profonde sur elle. Plus tard, elle a relié certains aspects de sa relation avec Burt Reynolds à des schémas émotionnels formés pendant son enfance, même après être devenue une actrice oscarisée. La petite fille timide qui écoutait constamment les pas dans le couloir n'a jamais complètement disparu. Elle a simplement appris à avancer, à trouver la lumière et à dire son texte. Cette lumière intérieure explique en partie pourquoi la célébrité télévisuelle précoce de Sally Field s'est accompagnée d'une telle tension. En 1965, à seulement 19 ans, elle s'est présentée à une audition ouverte de Columbia Pictures et a décroché le rôle principal dans Gidget, la comédie adolescente sur le surf d'ABC. Pour quelqu'un d'aussi jeune à l'époque, ce fut une percée qui a changé sa vie. La série a été diffusée du 15 septembre 1965 au 21 avril 1966. Bien qu'elle n'ait duré qu'une seule saison avant d'être annulée pour faible audience, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Les rediffusions estivales ont transformé Gidget de manière inattendue en un phénomène. Les jeunes téléspectateurs ont commencé à découvrir la série après qu'elle avait déjà pris fin, et soudain Sally Field est devenue un visage familier à la télévision. Son rôle de Frances Gidget, Lawrence, était particulièrement mémorable. Elle était radieuse, énergique et presque impossible à ignorer. Ainsi, même si la série était terminée, son image commençait déjà à s'imprimer dans la conscience du public. Cette image l'a suivie rapidement partout. Hollywood savait exactement où classer Sally Field, et cela est devenu un problème. On la voyait comme mignonne joyeuse et adaptée à la comédie légère. Tout au long de 1966 et 1967, elle est apparue dans plusieurs autres projets télévisés et a accepté des rôles d'invitée, jouant presque toujours des filles pétillantes du genre voisines de palier. Des années plus tard, en 1973 et 1964, elle a été la vedette de The Girl with Something Extra, une autre comédie de situation qui l'a maintenue sous les projecteurs, mais qui en même temps l'a enfoncée encore plus profondément dans ce moule. Les rôles lui donnaient du travail. Le travail comptait. Cependant, chaque apparition ne faisait que renforcer cette étiquette. Les professionnels du milieu la regardaient, mais ne voyaient pas la profondeur. Ils ne voyaient que de l'énergie inoffensive, de la douceur et du charme. C'était la boîte dont elle allait passer des années à essayer de s'échapper. Puis est venu le rôle qui l'a rendue célèbre dans tout le pays, tout en l'enfermant encore plus dans cette boîte. En septembre 1967, ABC a lancé The Flying Nun, avec Sally Field dans le rôle de Sœur Berthrill, une jeune religieuse menue dont l'immense cornette en forme d'aile pouvait attraper le vent et la faire s'envoler. La prémisse était fantaisiste, ludique et difficile à prendre au sérieux. La série a duré 3 saisons et 82 épisodes de 1967 à 1970, faisant d'elle une star nationale, mais la transformant aussi en une plaisanterie dans laquelle elle n'avait jamais voulu rester enfermée. Elle a plus tard admis avoir détesté cette période de travail sur la série. Enfilait le costumètre suspendu à des câbles, se balancer sur des fils et jouer des scènes centrées sur une nonne volante la faisait se sentir humiliée. À l'époque, elle voulait faire un travail sérieux. Elle aspirait à quelque chose qui ait réellement du sens. Au lieu de cela, le rôle l'a rendue encore plus célèbre précisément pour le genre de jeu dont elle voulait désespérément s'éloigner. Lorsque The Flying Nun s'est terminé en 1970, Sally n'avait que 23 ans. Pourtant, elle avait déjà l'impression que les portes vers l'avenir qu'elle voulait pour elle-même s'étaient refermées. Les directeurs de casting croyaient déjà savoir de quoi elle était capable. C'est pourquoi beaucoup n'étaient plus disposés à lui donner la chance d'assumer des rôles dramatiques. Son image devenait de plus en plus difficile à changer. Un agent, lui, a même dit qu'elle n'était ni assez jolie ni assez talentueuse pour des rôles plus sérieux et lui a conseillé de continuer à faire des comédies dans le rôle de la jolie voisine. Pour une actrice ambitieuse, ce commentaire fut un coup dévastateur. Elle s'est décrite plus tard à cette époque comme pratiquement incapable de trouver du travail dans le genre de projet qu'elle voulait vraiment.
Elle s'est donc éloignée de la comédie télévisée et a pris une décision qui a tout changé. Elle est allée à l'Actors Studio de New York et a commencé à se reconstruire de l'intérieur. Cette décision prise vers 1973 est née à la fois de la frustration et du désir. Ellen avait assez d'être sous-estimée et savait qu'elle avait bien plus de potentiel que ce que l'industrie était disposée à reconnaître. Sous la direction de Lee Strasberg, dans la méthode de jeu, elle a passé environ 2 ans à se débarrasser des habitudes que la télévision lui avait inculquées. Elle a travaillé à abandonner les mines attendrissantes, les gestes exagérés et les rythmes simplistes des comédies qu'il avait autrefois maintenus employés. À la place, elle a développé un style plus profond et plus introspectif. Elle a appris à créer une vie intérieure authentique pour ses personnages et à exprimer de multiples couches d'émotions sous le dialogue. Cette formation est devenue le pont entre la souriante star de télévision que tout le monde croyait connaître et l'actrice sérieuse qu'elle s'efforçait de devenir. Le rôle qui a démontré cette transformation fut Sibylle. Tourné en 1975 et diffusé en 1976, le téléfilm a offert à Sally Field le genre de rôle qu'elle avait toujours recherché. Elle a interprété Sybil Dorset, une étudiante diplômée ayant subi de graves abus pendant l'enfance, ce qui a conduit au développement de 16 personnalités. Le rôle exigeait un niveau d'intensité émotionnelle qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de montrer auparavant. Elle a dû traverser des états de panique, de confusion, de terreur, d'effondrement émotionnel et de basculement soudain vers des personnalités complètement différentes. Parfois tout cela au cours de la même journée de tournage. Sa performance fut puissante, techniquement accomplie et extraordinairement maîtrisée. Les téléspectateurs qui se souvenaient encore d'elle comme la fille de Gidget ou de The Flying Nun furent désormais forcés de la voir autrement. Elle offrit une performance exceptionnelle et l'industrie l'a remarqué. En 1977, elle a remporté l'Emmy de la meilleure actrice principale dans un téléfilm dramatique ou une comédie. The Prix a marqué la percée qu'elle s'était tant efforcée d'atteindre. Une partie de ce qui rendait sa performance dans Sibylle si remarquable était à quel point elle dépendait peu d'artifices extérieurs. Dans certaines scènes, elle passait d'une personnalité à l'autre sans changer de costume, ni recourir à des effets visuels spectaculaires. Une simple changement de posture, une voix différente, un nouveau regard dans les yeux, et soudain, une autre personne semblait surgir du même corps. Ce pouvoir venait du talent, pas de l'artifice. Ceux qui avaient un jour sous-estimé son talent pouvaient désormais voir sa maîtrise, son registre et sa capacité à transmettre des émotions profondes. Sibylle est devenue le tournant de la carrière de Sally Field. Avant ce rôle, elle avait surtout été un phénomène télévisuel. Après, elle est devenue une actrice dramatique que les cinéastes sérieux ne pouvaient plus ignorer. Cette transformation a ouvert un tout nouveau chapitre. En 1977, elle a connu un immense succès sur grand écran avec Smokey and the Bandit, sorti le 27 mai 1977, avec un budget d'environ 4,3 millions de dollars. Le film est devenu un phénomène rapportant plus de 126 millions de dollars, rien qu'aux États-Unis, et terminant comme le deuxième plus gros succès de l'année, juste derrière Star Wars. Ce succès signifiait beaucoup de choses. Il a prouvé qu'elle pouvait attirer le public en salle et a obligé Hollywood à la reconnaître comme une grande star, et non plus seulement comme l'actrice de comédie télévisée qu'elle avait été. Sa alchimie avec Burt Reynolds a contribué au succès du film, et a fait d'eux l'un des couples les plus commentés d'Hollywood. Pendant leur relation intermittente de près de 5 ans, elle sentit qu'elle s'effaçait peu à peu sous le poids des attentes de celui-ci. Elle a dit plus tard qu'elle s'habillait, se coiffait, et même marchait comme il le voulait, comme si une partie de sa propre identité s'estompait lentement. Même lorsque Reynolds l'appela plus tard l'amour de sa vie, elle ne revint pas sur cette vieille histoire. Elle était restée ferme sur la vérité qu'elle en était venue à comprendre. Mettre fin à cette relation était nécessaire pour pouvoir continuer sa vie. Tout cela se produisait précisément au moment où sa carrière décollait rapidement. Cela fait aussi partie de ce qui rend l'histoire de Sally Field si saisissante. Le public a vu la célébrité, le succès, l'amour et le statut dans l'industrie du cinéma. Mais derrière cette image brillante, elle portait encore les blessures de l'enfance. La dépression et la pression émotionnelle d'une relation qui avait touché des blessures qu'elle n'avait jamais totalement surmontées. Malgré cela, au milieu de toute cette turbulence, elle a pris certaines des décisions les plus fortes de sa carrière d'actrice. Elle a recherché des rôles avec plus de profondeur et d'impact. Et ce chemin l'a menée à Norma Rae en 1969, le rôle qui lui a valu son premier Oscar. Elle a plus tard remporté un second Oscar pour Places in the Heart en 1984. À cette époque, l'image d'une star connue uniquement pour une célébrité passagère avait enfin disparu. Ce qui restait était une vérité plus complète. Sally Field s'était battue pour échapper à la sous-estimation, et elle y était parvenue tout en portant bien plus que ce que la plupart des gens n'ont jamais su. Le premier Oscar de Sally Field est arrivé avec Norma Rae, sorti le 19 mars 1969.
Dans le film, elle a interprété une ouvrière textile de 33 ans en Caroline du Nord, qui devient peu à peu syndicaliste, un personnage inspiré de la véritable militante Crystal Lee Sutton. C'était le genre de rôle capable de tout changer. Le film n'avait qu'un budget de 3-6 millions de dollars, mais il a rapporté environ 22 millions au box-office américain, transformant un drame social brut en un succès inattendu. À partir de là, la carrière de Field a rapidement décollé. Elle a remporté les prix de la meilleure actrice du Cercle des critiques de cinéma de New York, de la Société nationale des critiques de cinéma et au Festival de Cannes en 1969. Puis, le 14 avril 1941, elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice lors de la 52e cérémonie des Oscars. En l'espace d'une seule saison de récompense, la star de The Flying Nun était devenue quelqu'un de complètement différent aux yeux du public. Elle était désormais une véritable actrice de cinéma dotée d'une énorme influence. Cette transformation n'était pas seulement une question d'image extérieure. Elle venait aussi de la manière dont elle se donnait entièrement sur le plateau. Dans une scène particulièrement intense de Norma Rae, lorsque des policiers traînaient Norma vers une voiture de patrouille, Field s'est débattue avec une telle force qu'elle a cassé une côte à l'acteur qui interprétait l'un des officiers. Le tournage a dû s'arrêter temporairement le temps que l'équipe ajuste la séquence d'action et le plan de tournage. À ce stade, la production était déjà extrêmement éprouvante. On a rapporté que les températures estivales sur le plateau en Caroline du Nord dépassaient les 38 degrés Celsius. Field a malgré tout insisté pour réaliser elle-même la plupart des scènes difficiles plutôt que de les laisser à une doublure. La côte cassée est devenue l'une de ces histoires que ceux qui étaient sur le plateau n'ont jamais oubliées. Elle a montré à quel point cette actrice menue de 1,60 m était prête à se donner entièrement à la douleur et à la panique du personnage. Son deuxième Oscar est venu pour Places in the Heart, sorti le 21 septembre 1984, où elle a interprété Edna Spaulding, une veuve vivant au Texas en 1935, qui lutte pour sauver sa ferme après que son mari le shérif a été assassiné. Lorsqu'elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice lors de la 57e cérémonie des Oscars le 25 mars 1985, elle a prononcé l'un des discours d'acceptation les plus cités de l'histoire des Oscars. Ce qu'elle a réellement dit fut « Je ne peux pas nier le fait que vous m'aimez bien. En ce moment, vous m'aimez bien. » Aujourd'hui encore, beaucoup de gens se souviennent mal de cette phrase, mais l'émotion qu'elle portait reste indéniable. Ce moment fut profondément touchant, car il portait en lui des années d'insécurité. Le tournage avait aussi été extraordinairement exigeant, avec des scènes de tempêtes de poussière et de longues journées dans les champs de coton, mais le plus grand poids était émotionnel. La femme qu'on avait autrefois écartée comme une simple actrice de télévision se tenait maintenant devant toute l'industrie en tant que double lauréate de l'Oscar. Et pour la première fois, elle semblait sentir que les gens l'avaient réellement acceptée. Ce qui a rendu cette période encore plus forte, c'est ce qu'elle a fait entre ces deux victoires. Elle a continué à choisir des femmes fortes, imparfaites et émotionnellement complexes. Dans Absence of Malice en 1981, elle a interprété une journaliste de Miami dont l'article détruit la vie d'un homme innocent. Dans Murphy's Romance en 1985, elle a interprété une mère célibataire divorcée vivant dans une petite ville de l'Arizona aux côtés de James Garner. Puis dans Steel Magnolias en 1989, elle a livré une inoubliable scène d'effondrement au cimetière dans le rôle de Mlyn, une mère dévastée par la mort de sa fille diabétique. Des rôles comme ceux-ci auraient facilement pu sombrer dans le simple mélodrame, mais Field ne les a jamais laissés devenir prévisibles. Elle leur a apporté une colère mordante, un humour sec et une incertitude morale. En conséquence, à la fin des années 80, elle était devenue l'un des visages les plus reconnaissables d'Hollywood pour avoir interprété des femmes complexes. Pourtant, le succès à l'écran ne pouvait toujours pas effacer ce qui se passait derrière elle. Même en construisant cette extraordinaire série de rôles, elle continuait de travailler dans une industrie capable de soumettre les actrices à une profonde humiliation. Dans ses mémoires de 2018, In Pieces, elle a raconté une audition des années 70 avec le réalisateur Bob Rafelson, une expérience qui l'a hantée pendant des décennies. Selon Field, il lui aurait dit qu'il ne pouvait engager personne qui n'embrasse pas bien, puis lui aurait demandé d'enlever son haut et de l'embrasser pour le prouver. Elle a accepté à plus tard obtenu le rôle dans Stay Hungry et a porté la honte de cette expérience longtemps après la fin du film. Des années plus tard, Rafelson a démenti sa version et affirmé que l'histoire était entièrement fausse. Pourtant, la vérité plus large que contient son récit reste difficile à ignorer. Les hommes puissants ont souvent l'occasion de nier, de reformuler ou d'effacer ces moments. Ce sont les femmes qui portent ce qui s'est réellement passé à l'intérieur. Dans les années 90, Field est entré dans ce qui semblait être un chapitre plus calme de sa carrière. Mais cela s'est vite transformé en une autre transformation notable. Cette fois, elle est devenue une star du box-office.
En 1993, elle a interprété Miranda Hillard dans Mrs. Doubtfire, l'ex-épouse posée mais profondément stressée aux côtés de Robin Williams. Le film a rapporté plus de 400 millions dans le monde entier et est devenu l'un des plus grands succès familiaux de la Fox de la décennie. À peine un an plus tard, elle a interprété Madame Gump dans Forrest Gump, sorti le 6 juillet 1994. Le film a remporté 6 Oscars, dont celui du meilleur film, et a rapporté plus de 677 millions dans le monde entier. Pendant 2 étés consécutifs, Sally Field est devenue le centre émotionnel de 2 des plus grands succès des années 90. Cela rend d'autant plus frappante l'histoire avec Tom Hanks. Dans Punchline, sorti en octobre 1988, Field a interprété Lila Kruzek, une femme au foyer mariée du New Jersey qui poursuit son rêve de devenir humoriste de stand-up. Hanks interprétait Stephen Gould et il y avait entre eux du flirt, de la tension et une alchimie créative comme 2 personnes qui semblaient presque contemporaines. À l'époque, Field avait 41 ans et Hanks 32. Pourtant, à peine 6 ans plus tard, ces 2 mêmes acteurs sont apparus dans Forrest Gump en tant que mère et fils, alors qu'ils n'avaient dans la vraie vie qu'une dizaine d'années d'écart. La rapidité de ce changement en dit long sur la manière dont Hollywood traite les femmes à mesure qu'elles vieillissent. Field n'a pas eu besoin d'expliquer le système par un discours. La distribution elle-même disait tout. Pourtant, le public l'a suivie tout au long de cette période, car elle rendait ses rôles pleinement crédibles et authentiques. Ceux qui avaient un jour vu Gidget et The Flying Nun la voyaient désormais comme la femme qui essayait toujours d'empêcher que tout ne s'effondre. Dans Steel Magnolias, Mlyn est celle qui reste debout quand la tragédie survient. Dans Mrs. Doubtfire, Miranda est la mère qui porte la responsabilité et maintient l'ordre véritable. Dans Forrest Gump, Madame Gump façonne toute la vie de son fils, avec à peine quelques répliques brèves, mais profondément marquantes. À mesure que des rôles comme ceux-ci devenaient de plus en plus fréquents, Field est devenue une artiste transcendant l'image familière de l'actrice conventionnelle. À la fin des années 90, elle était devenue l'une des figures maternelles emblématiques de l'écran américain. Forte, chaleureuse, authentique et inoubliable, et les organisations de récompenses l'ont également reconnue. Bien avant cette période, elle avait déjà remporté 2 Oscars de la meilleure actrice pour Norma Rae et Places in the Heart. Les nominations ont continué d'affluer alors qu'elle se tournait vers des films choraux et des rôles secondaires. Les Golden Globes lui ont accordé 11 nominations et 2 victoires, récompensant des œuvres comme Kiss Me Goodbye et Steel Magnolia, puis honorant plus tard son travail télévisé dans A Woman of Independent Means et Brothers and Sisters. Même Forrest Gump, où son temps à l'écran était assez limité, a contribué à maintenir cette dynamique grâce à la reconnaissance du BAFTA et du SAG. Dans une industrie qui perd souvent tout intérêt pour les femmes, après 40 ans, Field a continué à recevoir une reconnaissance sérieuse jusque bien après la quarantaine. Et derrière cette image publique si réussie, elle portait encore une douleur privée. Pendant le tournage de Mrs. Doubtfire, elle a admis plus tard n'avoir jamais ri des improvisations constantes de Robin Williams. Même lorsque toute l'équipe de tournage éclatait de rire, elle restait concentrée sur son travail, et selon elle, cela le rendait fou. Puis son père est mort pendant le tournage, et dès que Williams l'a appris, il a immédiatement cessé de plaisanter. Il a mis fin au tournage pour la journée, a dit à l'équipe qu'il était temps de tout ranger, et l'a personnellement accompagné hors du plateau à San Francisco. Cette histoire reste marquante car elle contient 2 vérités à la fois. Field travaillait sur une comédie à grand succès pour un grand studio, mais en même temps, elle faisait le deuil d'une perte profonde. Elle a maintenu ses standards, sa discipline et son intimité, même lorsque tout autour d'elle devenait bruyant et écrasant. Puis est venu un autre tournant la ramenant cette fois à la télévision d'une manière que peu attendaient. En 2000, après des décennies de succès au cinéma, elle a rejoint la série ER dans le rôle de Maggie Wixensky, la mère de l'infirmière Abby Lockhart, atteinte de troubles bipolaires. Elle est apparue dans la série de 2000 à 2006, et son interprétation n'a jamais semblé forcée ni réduite à une simple apparition d'invité. Field a dépeint les états maniaques et dépressifs, avec un détail bouleversant obligeant les critiques encore accrochés à son image douce, des débuts de sa carrière télévisée à la voir sous un autre jour. En septembre 2001, elle a remporté l'Emmy Award de la meilleure actrice invitée dans une série dramatique. Cette victoire comptait car elle prouvait qu'elle pouvait s'imposer dans le drame télévisé moderne et le dominer entièrement. Son rôle télévisé suivant a poussé ce succès encore plus loin. Dans Brothers and Sisters, diffusé du 24 septembre 2006 au 8 mai 2011, elle a interprété Nora Walker, la matriarche d'une famille nombreuse et chaotique. La série a compté 109 épisodes, et avant que la production ne se stabilise, le rôle avait en réalité été confié à Betty Buckley. Les producteurs ont ensuite changé de cap et fait appel à Field après avoir réalisé que Nora devait porter tout le poids émotionnel de la série.
La décision s'est avérée payante. En 2007, elle a remporté l'Emmy Award de la meilleure actrice principale dans une série dramatique, le 3e Emmy de sa carrière. En 2009, elle a également reçu le Screen Actors Guild Award de la meilleure interprétation féminine dans une série dramatique. Une fois de plus, elle est devenue une figure maternelle emblématique pour une nouvelle époque, mais cette fois à la télévision nationale. Même dans la soixantaine, elle a continué à se dépasser. En 2019, elle a incarné Mary Todd Lincoln dans Lincoln de Steven Spielberg aux côtés de Daniel Day-Lewis. Spielberg pensait initialement qu'elle était trop âgée pour le rôle, mais Field le désirait ardemment et s'est battue pour l'obtenir. Elle a pris environ 11 kilos pour correspondre aux mesures documentées de Mary Todd Lincoln et a consacré du temps à étudier des biographies et des documents d'archives dans des musées. L'effort en valait la peine. Le rôle lui a valu une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice dans un second rôle, ainsi que des éloges généralisés pour avoir dépeint l'instabilité, l'intelligence, la douleur et la pression de Mary, sans adoucir aucun aspect de son personnage. Durant cette même période, une génération plus jeune de spectateurs a appris à la connaître dans le rôle de Tante May dans The Amazing Spider-Man en 2012 et The Amazing Spider-Man 2 en 2014. En l'espace d'une seule décennie, elle est passée de la Maison-Blanche de l'époque de Lincoln à une franchise de super-héros à 1 milliard de dollars, restant totalement convaincante dans les deux univers. Puis en 2015, vers l'âge de 69 ans, elle a été la vedette de Hello My Name is Doris dans le rôle de Doris Miller, une employée de bureau timide de Staten Island qui développe des sentiments pour un collègue bien plus jeune. Ce qui a rendu cette performance remarquable, c'est son authenticité. Le film a permis à Doris d'être maladroite, solitaire, pleine d'espoir, socialement anxieuse et profondément prisonnière de ses fantasmes tout à la fois. Field a interprété le personnage sans jamais demander la sympathie du public. Elle a laissé Doris être désordonnée et douloureuse, défiant l'une des habitudes tenaces d'Hollywood, sa tendance à rendre invisibles ou inoffensives les femmes de plus de 60 ans. Doris n'était rien de tout cela. Elle se montrait comme un être humain véritablement vibrant. En dehors de l'écran, Field est aussi devenue de plus en plus ouverte sur son passé et les expériences qu'il avait façonnées. Dance in Pieces, publié le 18 septembre 2018. Alors qu'elle avait 71 ans, elle a révélé que son beau-père, l'acteur et cascadeur Jock Mahoney, avait abusé sexuellement d'elle depuis l'enfance jusqu'au début de son adolescence. Elle a également écrit avoir subi en secret un avortement à Tijuana alors qu'elle n'avait que 17 ans, bien avant que Gidget ne lui apporte la célébrité. Et elle s'est souvenue de son audition avec Bob Rafelson, une expérience qui a laissé une marque profonde. Sa relation avec Burt Reynolds, qui a duré de la fin des années 70 au début des années 80, elle l'a décrite comme turbulente, douloureuse et émotionnellement destructrice. Pour beaucoup de lecteurs, ses mémoires ont changé la manière dont il percevait toute sa carrière. Ce qui semblait autrefois n'être que de l'assurance paraissait désormais lié à la survie. Ce changement de perception a aussi influencé la manière dont on regardait ses performances. Après la publication de In Pieces, de nombreux critiques ont commencé à réexaminer ses rôles les plus intenses émotionnellement sous un autre angle. Son interprétation dans Sibylle en 1966 et 1977, où elle jouait une femme traumatisée par des abus subis dans l'enfance, a semblé rétrospectivement si profondément personnelle qu'elle en devenait presque insoutenable. Norma Ray a également gagné en profondeur. Le refus de ce personnage de rester silencieux, son refus de se faire petit, son refus de céder sous la pression a soudain semblé lié à quelque chose de plus privé et de plus urgent chez Field elle-même. Ses mémoires n'ont pas diminué la valeur de ses performances. Au contraire, elles leur ont donné plus de profondeur. Elle suggérait que pendant des années, une partie de son meilleur travail avait contenu des fragments d'une lutte que le public n'a jamais vraiment connue. À cette même époque, les honneurs ont commencé à lui parvenir d'une autre manière. En 2015, Barack Obama lui a remis la médaille nationale des arts 2014, en saluant la dignité, la compassion et le courage dont elle avait fait preuve tant dans son jeu que dans son militantisme. En 2019, elle est devenue l'une des personnalités honorées du Kennedy Center en reconnaissance de plus de 50 ans de contributions inoubliables. Puis le 26 février 2023, elle a reçu le prix pour l'ensemble de sa carrière du Screen Actors Guild, devenant la 58e personne à recevoir cet honneur. Elle a également été élue membre de l'Académie américaine des arts et des sciences, une distinction rare pour un acteur. Ce n'étaient pas des reconnaissances mineures. Elle ressemblait à la manière dont l'industrie finissait enfin par reconnaître toute l'étendue de sa vie et de sa carrière.